Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 septembre 2025 et notre nouvel ami Max Blumenthal est avec nous. Bienvenue Max. Ravi d'être dans l'émission. Je suis un grand fan. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. Max, commençons par ce qui s'est passé aux États-Unis. L'assassinat de Charlie Kirk et la manière dont le gouvernement israélien, en particulier Benjamin Netanyahou, a réagi à cet événement. Quelle est son obsession concernant l'affaire Charlie Kirk? Oui, je ne compte plus le nombre de vidéos que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publiées et d'interviews qu'il a accordées spécifiquement au sujet de Charlie Kirk depuis que l'opérateur conservateur a été tué le 10 septembre. Mais Netanyahou est immédiatement intervenu avec des prières pour Charlie Kirk, à peine quelques minutes après sa mort. C'était étrange. Son corps était encore chaud, et Netanyahou commençait déjà à revendiquer l'héritage de Charlie Kirk. J'écris sur Charlie Kirk depuis 10 ans maintenant. Il n'était pas seulement l'un des militants conservateurs les plus importants auprès de la jeunesse. Il était aussi l'un des atouts gentils les plus cruciaux que l'État juif autoproclamé contrôlait à l'intérieur des États-Unis. Il avait commencé à s'éloigner de la ligne israélienne et plus précisément de celle de Netanyahou, et envisageait même la possibilité de demander publiquement la démission de Netanyahou, car il le méprisait en privé dans les mois précédant sa mort. Il subissait d'énormes pressions de la part d'activistes sionistes proches de Netanyahou, en gros, les relais de Netanyahou, et des millionnaires et milliardaires sur lesquels Netanyahou exerce son influence aux États-Unis. Il était fortement incité à reculer, à cesser d'offrir une tribune aux critiques d'Israël lors de ces événements TEPUSA, comme Tucker Carlson ou Marjorie Taylor Greene. Et Charlie Kirk résistait. Ainsi, Netanyahou a cherché à dissimuler toute cette histoire et cette réalité, qui se déroulait principalement en privé, mais que les personnes qui suivaient attentivement Charlie Kirk, comme moi, savaient en cours, à cause des déclarations publiques qu'il faisait, se plaignant de tout ce lobbying pro-Israël auquel il était soumis, et se demandant pourquoi il ne pouvait pas se soucier avant tout de son propre pays, plutôt que de ce pays étranger. Ainsi, Netanyahou cherche à enterrer cette histoire et à faire de Charlie Kirk le héros d'Israël après sa mort. Il commence à donner des interviews sur Fox pour expliquer à quel point Charlie aimait Israël. Ensuite, il publie une vidéo sur Twitter X où Netanyahou s'adresse personnellement à la caméra au sujet d'une lettre que Charlie lui avait écrite à la suite d'une invitation que Netanyahou avait adressée à Charlie Kirk 2 semaines avant sa mort pour visiter Israël lors d'un voyage de propagande qui aurait apparemment été financé par Israël. Netanyahou n'a pas précisé si Charlie Kirk avait accepté son invitation. La raison pour laquelle Netanyahou faisait cela, pour répondre à votre question initiale, c'est qu'Israël a besoin que des chrétiens américains, principalement des hommes conservateurs, combattent la guerre d'Armageddon que Netanyahou souhaite contre l'Iran, tout comme il avait besoin d'eux pour la guerre qu'Israël voulait contre l'Irak. Ils doivent donc garder la base MAGA de leur côté. Et Charlie Kirk aurait été le symbole parfait pour cela. Et puis, The Grey Zone est intervenu et a tout gâché, parce que j'avais parlé à des amis proches de Charlie Kirk de cette transformation qu'il vivait en privé. Et mon article à ce sujet, et sur le fait qu'il détestait personnellement Netanyahou, a été l'un des articles les plus viraux que nous ayons jamais publiés sur The Grey Zone. J'ai ensuite enchaîné en révélant nous avons sorti l'exclusivité sur The Grey Zone, le sommet secret organisé par l'un des principaux hommes de paille milliardaires de Netanyahou aux États-Unis, Bill Ackman, dans les Hamptons, où Charlie Kirk était censé superviser un sommet d'influenceurs qui devait être payé
pour générer des millions de clics et d'impressions en faveur d'Israël. Et tout le monde était invité à une tournée de propagande en Israël. Cela n'était pas censé être connu. Le sommet a dégénéré en ce qu'un participant m'a décrit comme un désastre lorsque Bill Ackman, le milliardaire donateur proche de Netanyahou, a commencé à défier et à faire pression sur Charlie Kirk au sujet de ses opinions sur Israël. Puis, une autre influenceuse sioniste, cette jeune avocate britannique qui est l'une des plus grandes brutes sionistes de Londres et qui essaye de faire arrêter tous les manifestants, elle s'appelle Natasha Hausdorff, a commencé à crier sur Charlie Kirk. Et lorsque cela a été rendu public, Candace Owens, par la suite, une ancienne associée de TPUSA de Kirk et amie de longue date de Charlie Kirk, après la publication de mon article sur ce sommet d'influenceurs, Candace Owens fait un direct et donne plus de détails sur le sommet. À partir de là, tout le monde sioniste composé de grands pontes, de donateurs et d'opérateurs proches de Netanyahou aux États-Unis entre en mode panique totale et lance une campagne acharnée pour détruire la réputation de Candace Owens. Ils prétendent faussement que The Grey Zone est financé par l'Iran. Ils essayent tout ce qu'ils peuvent pour discréditer ce reportage. Et puis, finalement, Netanyahou publie une autre vidéo où il apparaît lui-même sur la chaîne officielle du Premier ministre, sur Twitter X et d'autres réseaux sociaux, pour annoncer qu'il n'a pas tué Charlie Kirk. Je ne l'ai jamais accusé d'avoir tué Charlie Kirk. J'ai dit qu'il n'y avait aucune preuve qu'Israël avait tué Charlie Kirk, mais il a ressenti le besoin de proclamer qu'Israël avait tué Charlie Kirk, et il commence à dénoncer tous ceux qui ont rapporté que Charlie Kirk ne l'aimait en réalité pas. Donc tout cela est remonté jusqu'à Netanyahou, et il est en mode panique totale. Et encore une fois, la raison pour laquelle Netanyahou panique, la raison pour laquelle ce réseau sioniste aux États-Unis panique, c'est parce qu'ils sont en train de perdre leur dernier bastion de soutien, qui est en fait leur base de soutien la plus cruciale, ce que les lobbyistes pro-israéliens appellent la ceinture de sécurité d'Israël dans la Bible Belt. Et c'est cette base dont ils ont besoin. Des leaders chrétiens, de jeunes hommes, pour la plupart blancs, qui iront dans les guerres d'Israël à leur place contre l'Iran et ses alliés. Max, je pense que ce qui se passe après l'assassinat, d'une certaine manière, comment as-tu trouvé la façon dont le gouvernement gérait les informations qui sortaient? Ils sont venus parler de la tenue du type qui semble avoir assassiné Charlie Kirk, et puis Candace Owens arrive et nous raconte une autre version. Voici ce qu'a dit le FBI. Donc, lorsqu'il a été aperçu pour la première fois sur le campus, il portait des vêtements différents. Ensuite, il a changé de vêtements sur le toit. Puis, il a remis ses vêtements à un moment donné. Si bien qu'au moment de son interpellation, lorsqu'il a été arrêté, ses vêtements correspondaient à ceux qu'il portait avant la fusillade. Il semble qu'il était d'une certaine manière obsédé par sa tenue et qu'il ressentait le besoin de la changer. Voici ce qu'a dit Candace Owens. Que s'est-il passé? Quelque chose a circulé dans toute la ville et a été signalé à plusieurs reprises sur ma ligne d'alerte. Il s'agit d'une image très claire de Tyler Robinson, prétendument prise, je dis bien prétendument, par précaution, mais cela semble correspondre à ma chronologie, prétendument prise à 18h38 dans un Dairy Queen à proximité. Voici la photo que nous pouvons vous montrer. Regardez bien cette photo. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette image? Beaucoup de choses ne vont pas sur cette image. Tout d'abord, 18h38, vous venez de tirer. Tu as fait de gros efforts pour cacher ton visage, pour changer de tenue. Mais attends,
Tu n'as pas complètement changé de tenue, n'est-ce pas? Je regarde cette photo et tu portes un jean et la chemise bordeaux. Maintenant, on a un mélange 50-50 des tenues et tu montres tes yeux et tu n'as absolument pas peur d'être reconnu. Aussi, waouh, tu dois avoir l'estomac bien accroché, tu n'as pas de casier. Et la prochaine chose qu'on sait, tu tires sur quelqu'un et tu te dis « je vais juste aller manger ». Ah, tu n'as pas l'air particulièrement secoué ou trop... Oui, pas seulement ça. Tu as vu les messages qu'ils ont publiés, la communication entre Tyler Robinson et son partenaire. D'une certaine manière, c'est incroyable, la façon dont ils communiquent tous les deux. On dirait que bien avant, il y a, je ne sais pas, 50 ans, deux personnes se parlaient comme ça. Oui, mon amour. Mon amour. Je vais récupérer le véhicule, puis me débarrasser du fusil au point de dépôt. C'est le genre de choses qu'un agent fédéral de plus de 60 ans écrirait. Est-ce vraiment comme ça que parlent les jeunes de 22 ans? Et pourquoi les messages n'ont-ils pas d'horodatage? CNN a même dramatisé les messages. Ils ont créé un graphique qui donnait l'impression que vous lisiez votre propre iPhone, mais ce n'était pas le cas. C'était adapté des documents d'inculpation qui n'avaient ni horodatage ni langage authentique. Ensuite, on a appris que les messages avaient été reconstitués. D'accord, c'est étrange. Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré qu'un manifeste avait été retrouvé, mais qu'il avait été détruit et devait être reconstitué de façon médico-légale. Alors peut-être qu'il fait référence aux messages textes, qui contiennent commodément un aveu de chaque aspect du complot. Tu vas faire ça et essayer de t'en sortir, puis tu vas commodément tout avouer à ton amante dans un langage désuet, chaque aspect du complot. C'est à ce moment-là que je suis passé d'un gars prêt à accepter la version officielle à un gars qui se pose des questions. Et puis d'autres incohérences commencent à apparaître. Et ce ne sont pas seulement les incohérences, c'est aussi ce que nous ne savons pas. D'après ce que nous savons pour l'instant, la preuve est une vidéo floue du tireur sur un toit. On voit juste le mouvement de quelqu'un sur un toit et quelqu'un qui saute, qui ressemble vaguement à Tyler Robinson. Ensuite, on a une photo de quelqu'un qui serait Tyler Robinson montant des escaliers. Pourquoi n'avons-nous pas la vidéo? Ce n'était pas une photo. Ça vient d'une vidéo. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas voir la vidéo complète de lui montant les escaliers afin que nous puissions comparer la ressemblance? Ensuite, il y a la photo au Dairy Queen qui soulève des questions. Comment a-t-il pu se rendre au Dairy Queen 15 minutes après la fusillade? Il est indiqué, je crois, dans l'acte d'accusation qu'il était sur le toit pendant 1 minute avant de tirer le coup fatal, qui aurait touché Charlie Kirk au côté gauche du cou à une distance d'environ 150 à 200 mètres. J'ai parlé à un vétéran de l'armée à ce sujet, qui a passé le test de tir de l'armée et l'a réussi. Ils doivent effectuer des tirs de ce genre, mais il n'est pas impossible pour un civil de réussir cela, surtout avec un fusil 30-06, qui est très précis. Mais nous ne connaissons pas le calibre de la blessure, car nous n'avons pas encore le rapport d'autopsie. Il revient à la famille de décider si l'autopsie est publique ou privée, je crois. Il se peut donc que la famille Kirk ait décidé de ne pas la rendre publique. Mais il existe des images qui montrent du sang s'écoulant de la blessure à l'avant. Et c'est une blessure très large, qui ressemble à une possible blessure de sortie. Il y avait une caméra qui filmait depuis l'arrière, qui a été retirée. On peut voir le retrait de cette caméra. On m'a dit que c'était quelqu'un lié à Tepusa qui l'a enlevé. Mais nous n'avons pas encore vu les images de cette caméra. Je ne sais même pas si le FBI a assigné ces images à comparaître. Mais ces images permettraient, en quelque sorte, de mettre fin à la théorie selon laquelle Kirk aurait potentiellement été touché par derrière et que la blessure que nous voyons serait en réalité une blessure de sortie.
Le mouvement de sa tête semble cohérent avec le fait qu'il ait été touché du côté droit. Et puis il y a la question de la balle elle-même. Où est la balle? La balle n'a pas encore été retrouvée. J'ai entendu certaines rumeurs, je ne sais pas du tout si elles sont vraies, selon lesquelles la balle ne sera pas retrouvée, ce qui signifie qu'elle pourrait s'être logée dans un os de la colonne vertébrale ou du cerveau de Kirk. Cela soulève d'autres questions sur la direction du tir. Était-ce un tir net à travers cette partie de son cou, ou a-t-il pénétré par le côté droit, en commençant ici à la base de son crâne ou en se logeant dans son cou ou sa colonne vertébrale, puis en provoquant une blessure de sortie? Écoutez, je ne suis pas un expert en balistique, mais ce sont simplement des questions que beaucoup de gens se posent maintenant parce que personne ne connaît la version officielle et il y a tout simplement un manque de preuves. Encore une fois, je serais tout à fait prêt à accepter que ce jeune homme ait peut-être commencé à souffrir d'une forme de maladie mentale ou qu'il ait développé une attirance pour un partenaire transgenre, un colocataire en transition de masculin à féminin, et qu'il ait été offensé par les commentaires de Charlie Kirk sur les personnes transgenres, au point de vouloir le tuer pour cette raison. Cela ne me poserait aucun problème de l'admettre. Mais d'après les éléments dont le public dispose, si j'étais son avocat, je plaiderais potentiellement non coupable, car il y a suffisamment de matière pour établir un doute raisonnable. S'il bénéficiait d'un juge et d'un jury équitable, le gouvernement devrait fournir davantage de preuves. Il doit les présenter au public et il faut qu'il y ait une enquête crédible avant d'écarter toutes ces théories. Et encore une fois, beaucoup de ces théories, que je n'ai pas acceptées, portent aussi sur Israël, comme l'a reconnu Benjamin Netanyahou. Max, lorsqu'il s'agit du soutien à Israël aux États-Unis, il semble, comme vous l'avez mentionné, qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes parmi la population, surtout chez les jeunes Américains, qui ne soutiennent plus Israël à cause de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais comment ce mouvement va-t-il être perçu par les Israéliens comme la dernière chance pour Israël d'obtenir quelque chose, de faire quelque chose aux États-Unis? Quelle est l'importance de ce mouvement pour Israël? Eh bien, c'est crucial. C'est aussi crucial pour Netanyahou à cause de la direction que prend Israël politiquement. C'est le sujet de mon livre Goliath que j'ai publié en 2013. Il portait sur la consolidation de la politique et de la société israélienne en tant que force de droite, messianique, essentiellement fasciste. Et je pense que mon livre dressait le portrait d'une société prête pour un génocide. Ensuite, je suis allé à Gaza l'année suivante pour couvrir la guerre d'Israël contre Gaza en 2014, l'opération Bordure protectrice. Ce que j'ai vu ressemblait à un programme pilote pour un génocide à venir. Donc ce qui se passe actuellement est en préparation depuis longtemps. Et le gouvernement arrivé avec Netanyahou, ses figures messianiques et fascistes, comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, je les voyais quand j'allais à la Knesset pour une interview. Je les voyais se promener, ils étaient en mouvement, et tout le monde les considérait un peu comme des personnages obscurs. Mais je voyais bien qu'ils avaient un agenda à long terme, et qu'ils étaient vraiment à l'écoute de la société judéo-israélienne. Donc, Israël est transformé. Netanyahou maintient en quelque sorte le gouvernement. Et d'une certaine manière, il se trouve au centre de la société israélienne. Mais ensuite, il y a la société américaine, qui s'éloigne de cela, en particulier chez les démocrates et même chez les juifs américains qui ne vivent pas, qui n'existent pas dans ces communautés juives fermées, comme on en voit dans le New Jersey et à Long Island, qui se sont en quelque sorte assimilés à la culture américaine. Ils n'ont aucun appétit pour soutenir le type de politique que représente Netanyahou.
Ainsi, la seule base de Netanyahou parmi le public américain se trouve exclusivement dans la Bible Belt, parmi les évangéliques chrétiens qui ont voté pour Trump. Mais même eux commencent à s'éloigner. Grâce aux interventions de Tucker Carlson et Marjorie Taylor Greene, ils commencent à découvrir qu'il y a des chrétiens en Palestine, qu'il existe l'église Saint-Porphyre à Gaza, qui est attaquée et qui existe là-bas depuis le 8e siècle. Cela a été une révélation pour eux. Ainsi, Netanyahou constate qu'il perd sa dernière base et qu'il ne lui reste plus que le 1%. Les influenceurs qui sont simplement des sionistes juifs perdent leur capacité à communiquer avec la base conservatrice. Je parle de Ben Shapiro, dont la société Daily Wire est en train de s'effondrer. Ils ont annulé leur carte de crédit l'année dernière. Ils quittent leur bureau à Nashville. Mark Levin sur Fox News n'est qu'une construction artificielle de la famille Murdoch. He's just an artificial construction of the Murdoch family. He doesn't have an actual base. These are Netanyahu's voices in the US. Il n'a pas de véritable base. Ce sont les soutiens de Netanyahou aux États-Unis, et puis il a ses milliardaires, les Bill Ackman, les Ron Lauder. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de prendre Tepusa, que contrôle Charlie Kirk. Ce qu'ils essaient de faire depuis des années, c'est de prendre cet empire politique dont le budget annuel dépasse celui de nombreuses petites villes américaines et de l'utiliser comme véhicule pour leur agenda. Empêcher l'exode des militants conservateurs loin d'Israël, empêcher la base conservatrice de se retourner contre le sionisme. Et tout à coup, Charlie Kirk se rend compte que sa propre base militante, qu'il dirige à Tepusa, est en pleine révolte. Ils sont écœurés par le génocide. Certains d'entre eux sont écœurés par le génocide à Gaza, mais ce qui les bouleverse le plus, c'est qu'ils commencent à voir que leur propre gouvernement est sous le contrôle d'une entité étrangère, et que Netanyahou semble même contrôler Donald Trump. Ainsi, Charlie Kirk doit combler le fossé entre tous ces donateurs sionistes milliardaires qui l'ont soutenu et ont contribué à créer son empire politique et la base militante. Et la contradiction n'est plus tenable. Je veux dire, si vous regardez ceci maintenant, j'aurai un nouveau rapport publié sur The Grey Zone. Dans les jours précédant cela, Charlie Kirk devait organiser presque quotidiennement des appels Zoom avec les intermédiaires de Netanyahou aux États-Unis, des influenceurs et donateurs sionistes de premier plan. Ils lui mettaient la pression. Ils étaient vraiment inquiets à propos de sa prochaine tournée de conférences et de ce qu'il allait dire. Ils lui dictaient en gros ce qu'il devait dire. Parmi les personnes présentes à l'appel, il y avait le capital risqueur Son McGuire, très proche d'Elon Musk, propriétaire d'une maison en Israël et travaillant chez Sequoia Capital. Il y avait aussi Joshua Hammer de Newsweek, qui est l'une des voix clés de Netanyahou dans les médias. Une autre personne était Bill Ackman, que j'ai déjà mentionné, qui participait à ces appels Zoom, et un rabbin nommé Pesach Woliki, originaire, je crois, de Virginie aux États-Unis, qui dirige tous ces programmes d'influence visant à envoyer des jeunes chrétiens en voyage de propagande en Israël. Et il disait à Charlie Kirk quoi dire jusqu'à environ 24 heures avant qu'il ne soit tué. Et selon leur propre récit, Charlie Kirk leur tenait tête. Ce à quoi ils sont confrontés, c'est un tsunami politique aux États-Unis, et ils n'ont aucun moyen de l'arrêter. C'est pourquoi, à la suite de la mort de Kirk et dans les jours qui ont précédé sa mort, certains de ces financiers sionistes ont lancé une campagne de prise de contrôle totale des médias américains, dont nous pouvons parler. C'est comme une offensive généralisée aux États-Unis. Netanyahou menait une guerre sur 7 fronts dans la région. Et maintenant, les États-Unis sont devenus le 8e front. Ils veulent empêcher quiconque de pouvoir s'exprimer, où que ce soit dans l'écosystème numérique en ligne, en rachetant tout simplement tout. En fait, Pam Bondi en parlait. Elle a dit qu'il y a une différence entre le discours de haine et la liberté d'expression,
et comment ils utilisent l'affaire de l'assassinat et ce qui s'est passé par la suite pour, d'une certaine manière, contrôler les médias aux États-Unis. Qu'est-ce que le discours de haine? Je veux dire, pouvez-vous définir le discours de haine? En fait, je n'ai vraiment aucune idée de ce dont ils parlent. Parce que le discours de haine, dans leur esprit, est quelque chose défini par leurs propres idées. Je ne sais même pas si nous savons ce que cela pourrait être. Exactement. Et le discours de haine a traditionnellement été considéré comme un projet de la gauche politique. La gauche le défendait au nom de ceux qu'elle considérait comme des groupes opprimés, qui faisaient face à la violence non seulement de la part de milices d'extrême droite, mais aussi de la violence d'État, car ils étaient historiquement opprimés. Ainsi, les lois sur le discours de haine punissaient, par exemple, l'utilisation du mot haine ou l'incitation à la violence contre les minorités. Aujourd'hui, à la suite de la mort de Charlie Kirk, la droite politique, en réalité l'entité Trump, a révélé ses intentions et souhaite, selon la procureure générale Pam Bondi, instaurer des lois sur le discours de haine pour réprimer ses propres ennemis politiques, qui représentent la gauche et incluent des groupes historiquement opprimés. Ils vont le faire pour protéger les 1%, y compris l'un des groupes les plus privilégiés des États-Unis, les Juifs américains. L'administration de Donald Trump est arrivée au pouvoir en promettant de détruire les programmes DEI, c'est-à-dire les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, qui représentent en quelque sorte une interprétation libérale ou néolibérale des droits civiques. Cela reflète une interprétation néolibérale des droits civiques. C'est essentiellement ce qui se passe lorsqu'on retire la composante de classe des droits civiques et qu'on favorise les ambitions des minorités au sein des entreprises ou de l'armée en leur accordant une admission ou un traitement préférentiel. Ils veulent éliminer cela. Mais en même temps, ils mettent en place des programmes DEI spécifiquement pour les Juifs américains fortunés, afin de satisfaire les donateurs milliardaires de Netanyahou, qui financent simultanément les campagnes de Donald Trump. Plus récemment, le National Endowment for the Humanities, qui est une branche du gouvernement américain, a financé les arts. L'aile droite du Parti républicain a toujours tenté de couper les fonds à cet organisme. L'administration Trump le finance et elle attribue maintenant la plus grande subvention de l'histoire du NIH à une organisation appelée le Tikva Fund, qui est un lobby israélien proche du Likoud et qui compte parmi ses membres du conseil d'administration et ses boursiers. Barry Weiss, l'une des principales voix du 1% sioniste aux États-Unis, et Brett Stens, qui est le propagandiste pro-Netanyahou attitré du New York Times. Et ce sont des personnes aisées qui n'ont pas besoin de subventions ou de soutien. C'est simplement une façon de récompenser tous les donateurs ultra-sionistes. Ainsi, l'administration Trump met en place la DEI, une DEI réservée aux Juifs, ce qui ne fera en réalité qu'alimenter davantage le sentiment anti-juif parmi la base conservatrice. Et ils vont, en même temps, imposer la censure à ceux que ce groupe considère comme leurs opposants. Les partisans de la Palestine, les musulmans, le mouvement anti-guerre, les manifestants adeptes de l'action directe. Donald Trump vient de classer Antifa comme organisation terroriste à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk. Qu'est-ce qu'Antifa? Encore une fois, c'est comme le discours de haine. C'est quelque chose de totalement subjectif et qui ne peut pas être classé objectivement. Antifa est un réseau informe, composé essentiellement de toute personne souhaitant mener des actions directes contre ce qu'elle considère comme du fascisme. Et ils commettent effectivement des dégradations matérielles, et ils se sont déjà battus à coups de poing avec l'aile vigilante du Parti républicain, les Proud Boys et d'autres groupes similaires. Ils perdent généralement.
Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que Antifa, bien qu'il ne s'agisse pas d'une organisation formelle, est également fortement infiltré par les forces de l'ordre. N'importe quel policier ou agent du FBI peut simplement mettre un masque, rejoindre leurs manifestations et accéder à leurs discussions sur Discord. Cela signifie qu'en classant Antifa comme organisation terroriste, ce que Trump a fait, c'est créer la fabrique parfaite de la terreur, générant des complots gouvernementaux pour faire monter la tension, accroître la peur, puis fabriquer le consentement à davantage de répression. C'est précisément ce que le FBI a fait sous les présidences de George W. Bush et d'Obama, lorsque, selon le chercheur Trevor Aronson, plus de 90% des complots terroristes déjoués aux États-Unis par le FBI étaient en réalité conçus et fabriqués par le FBI lui-même. Ils étaient tous des complots contrôlés. Je peux en citer quelques-uns très précis. À un moment donné, le FBI suivait en voiture des tireurs qu'ils avaient eux-mêmes incités à attaquer un concours de Dessine Mahomet, un événement islamophobe au Texas. Le FBI a suivi la voiture des tireurs qu'ils avaient personnellement préparée pour attaquer ce concours, puis a regardé pendant qu'ils étaient abattus par la sécurité. Ensuite, le public a été informé que des terroristes de l'État islamique étaient venus attaquer ce concours de liberté d'expression. Alors préparez-vous à voir davantage ce genre de choses sous Donald Trump, puisque Antifa est classé comme groupe terroriste, avec une censure sans précédent et une répression de toute critique intérieure. N'est-ce pas incroyable que, dans le cas de TikTok, la solution trouvée ait été de modifier la façon dont TikTok fonctionne et qu'à présent, le ton semble évoluer en faveur d'Israël? C'est pour cela qu'ils acceptent TikTok en ce moment. Qu'avaient-ils en tête? Et que voyons-nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous comprendre leur politique concernant TikTok? Parce qu'on n'entend plus autant la rhétorique qu'on entendait au début du mandat. Il semble que le ton change à l'égard de TikTok. Mais les milliardaires de Netanyahou. Si vous regardez ceci en ce moment d'ailleurs, j'utilise souvent ce terme, mais cherchez les millionnaires de Netanyahou. Tout a commencé avec un article de Yedioth Ahronoth en 2007 dans les médias israéliens, où ils ont révélé une liste que Netanyahou avait personnellement dressée. Une liste manuscrite de 50 millionnaires et milliardaires aux États-Unis qui soutiendraient ses campagnes. Les médias israéliens ont mis cette liste à jour, et l'un des milliardaires actuellement dans la poche de Netanyahou est Larry Ellison, dont la société Oracle, une entreprise de données, a été lancée avec le soutien de la CIA et l'un des principaux sous-traitants de la CIA, et construit des centres de données à travers les États-Unis pour alimenter la soi-disant révolution de l'IA. Larry Ellison est un sioniste fanatique qui a accueilli Netanyahou sur l'île hawaïenne qu'il possède personnellement, sa propre île privée, l'île Ellison. Son fils, David Ellison, est également un ultra-sioniste qui a été fortement impliqué dans la coordination avec le gouvernement israélien sur les activités anti-BDS, c'est-à-dire contre le boycott d'Israël. Et Larry Ellison est désormais à l'avant-garde d'une campagne visant à racheter TikTok pour supprimer les contenus pro-Palestine qui critiquent Israël, pour censurer les influenceurs critiques envers Israël et qui génèrent des millions, voire des milliards d'impressions, et pour créer un monopole médiatique sioniste aux États-Unis. Le fils de Larry Ellison, David, travaille également à l'acquisition de CBS News, qui installerait alors Bari Weiss, la principale voix médiatique du sionisme pro-Netanyahou aux États-Unis, en tant que rédactrice en chef. Ils ont déjà recruté une personne nommée David Weissman comme médiateur, qui est un lobbyiste israélien chevronné. Et Larry Ellison a annoncé son intention d'acheter CNN, qui est déjà en grande partie un organe de propagande d'Israël, mais qui, à travers son bureau international, a tout de même réalisé une couverture critique en rapportant ce qui se passe réellement à Gaza.
Ils sont désespérés de réprimer toute information susceptible d'atteindre la partie du public américain qui n'est pas déjà informée et éveillée sur cette question du génocide perpétré à Gaza. Ils reconnaissent qu'Israël fait face à une catastrophe en matière de relations publiques qui ne fera qu'empirer dans les semaines et les mois à venir, avec la possibilité que l'Union des associations européennes de football bannisse Israël, ce qui serait un véritable désastre, un coup très dur porté à l'image d'Israël, et entraînerait davantage de boycotts dans le monde du sport international. Ils essayent donc simplement de verrouiller la situation avec un monopole médiatique. Et Larry Ellison, qui a fait don de millions de dollars à Friends of the IDF et qui est proche de Netanyahou, est à l'avant-garde. Je devrais également mentionner Andreessen Horowitz, une importante société de capital risque dirigée par Mark Andreessen. Mark Andreessen est aussi impliqué dans la fabrication d'armes. Il souhaite être un pionnier des drones dotés d'IA. Et il s'est associé à Robert Horowitz, qui est le fils du défunt propagandiste ultra-sioniste David Horowitz, lequel a d'ailleurs été l'un des premiers mentors de Charlie Kirk via le soi-disant David Horowitz Freedom Center. La principale ligne de David Horowitz était que les Palestiniens sont des nazis et qu'ils devraient simplement être éliminés et victimes d'un nettoyage ethnique. Et maintenant, son fils, un trafiquant d'armes sioniste, et Andreessen s'associe avec Larry Ellison pour prendre le contrôle de TikTok. Je dois également préciser que l'année dernière, le directeur de l'Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, s'est rendu en Israël et a témoigné devant la Knesset en affirmant qu'il fallait lancer une campagne médiatique similaire à ce qu'Israël avait fait avec son attaque de Pagi au Liban. Il a explicitement recommandé d'acheter TikTok dans le cadre de cette campagne médiatique ou de relations publiques. Et voilà, tout cela se déroule sous nos yeux. Max, que savons-nous de ces donateurs de Charlie Kirk et du mouvement qu'il a lancé? À un certain moment, il semble qu'il subissait beaucoup de pression de la part de ces personnes, car il invitait des gens qui n'étaient pas totalement alignés avec la rhétorique officielle sur Israël, qui remettaient en question ce qui se passe, comment les États-Unis bénéficient de ce qui arrive avec Israël. Ces personnes étaient principalement préoccupées par les États-Unis et l'intérêt à long terme des États-Unis. Que savons-nous à ce sujet? Eh bien, si vous regardez ceci en direct, je ne veux pas me devancer, mais je prépare un article sur un important donateur sioniste que Charlie Kirk a perdu quelques jours seulement avant sa mort. Un donateur très influent. Et si vous allez sur le campus de Tepusa ou dans leur complexe de bureaux à Phoenix, il y a 6 bâtiments là-bas et ils portent des plaques qui rendent hommage aux donateurs ayant donné plus d'1 million de dollars. Il faut peut-être donner 2 millions maintenant pour avoir une plaque là-bas. Mais la plaque de ce donateur ne sera jamais apposée sur un bâtiment, car il a été tellement indigné que Charlie Kirk donne la parole à la colère de la base conservatrice concernant la mainmise israélienne sur l'administration Trump. C'est en fait un terme que j'ai entendu utilisé par des personnes dans l'administration ou gravitant autour d'elle, prise de contrôle. Ils ne sont pas contents de cela. Donald Trump n'est pas content non plus. Il s'est simplement rendu parce qu'il est faible et qu'il a peur. Et lors du TPUSA Student Action Summit, en juillet dernier à Tampa, en Floride, cette colère s'est exprimée au grand jour, avec Tucker Carlson, qui a non seulement qualifié Jeffrey Epstein d'agent du Mossad, mais a aussi déclaré que si vous vous portez volontaire pour combattre dans l'armée israélienne, comme par exemple Idan Alexander, ce prisonnier que l'administration Trump a honoré à la Maison-Blanche, et que vous ne combattez pas pour l'armée américaine, on devrait vous retirer votre passeport.
Tucker Carlson also mocked one of Netanyahu's Tucker Carlson s'est également moqué de l'un des principaux milliardaires de Netanyahou aux États-Unis, Bill Ackman, le qualifiant d'escroc et s'interrogeant sur l'origine de sa fortune de 9 milliards de dollars. Cela a mis Bill Ackman hors de lui, et une campagne a été lancée non seulement contre Tucker Carlson, mais aussi contre TPUSA elle-même. Lors de ce même événement, un humoriste juif antisioniste nommé Dave Smith a été invité sur scène pour débattre avec le rédacteur en chef de Newsweek, que j'ai mentionné plus tôt, Joshua Hammer, sur la question même de Gaza et de savoir s'il s'agissait d'un génocide. Le débat n'est pas autorisé lors de ces événements. On n'est pas censé débattre. Il faut écraser l'autre camp et faire ce que vos donateurs vous disent. Et Charlie Kirk ne faisait pas cela parce qu'il essayait de combler le fossé. Il était un peu trop démocrate, au sens strict du terme. Alors, Bill Ackman a lancé cette campagne, essayant de garder Charlie Kirk sous contrôle et d'attirer des influenceurs. Mais il y avait d'autres donateurs, comme je l'ai mentionné, qui étaient tellement furieux qu'ils ont commencé à retirer leur argent de cette organisation. Et nous ne saurons jamais où TPUSA serait allé, ni où le mouvement conservateur serait allé sous la direction de Charlie Kirk, alors qu'il s'éloignait constamment de la ligne officielle dictée par Benjamin Netanyahou. Nous ne le saurons jamais, car il a été tué lors de la première étape de sa tournée sur les campus, où toutes les autres questions, ou une question sur 3, portaient sur son soutien à Israël et le mettaient au défi sur ce sujet. Mais nous verrons où cela mène à long terme, car tout d'abord, personne ne peut remplacer Charlie Kirk à TPUSA, et il restait un atout important pour Israël, même s'il s'éloignait. Alors vers qui peuvent-ils se tourner pour faire leur propagande, pour défendre la ligne israélienne, alors que ce génocide se poursuit avec le nettoyage ethnique de la ville de Gaza? Personne, à ma connaissance. La crise de relations publiques ne va que s'accélérer à ce stade. Et je dois aussi dire que toutes ces institutions, ces entreprises de réseaux sociaux et ces médias que les hommes de main de Netanyahou, des milliardaires sionistes, achètent ouvertement juste pour faire taire les critiques d'Israël, vont devenir tellement toxiques que très peu de gens voudront les regarder. Elles ne vont pas devenir plus attrayantes pour les jeunes Américains, même les conservateurs. Ce sera tout simplement trop évident ce qu'ils font. Dans quelle mesure le mouvement TPUSA reposait-il sur la personnalité de Charlie Kirk et sa capacité à dialoguer avec les autres? Parce qu'il faut comprendre qui va lui succéder et quel sera l'objectif principal du mouvement après Charlie Kirk. Il semble que sa femme va simplement devenir la prochaine directrice générale du mouvement. Mais quelle est votre compréhension de la situation? Eh bien, juste un petit commentaire sur sa femme. Je ne la connais pas. Je ne suis pas vraiment qualifié pour parler de ce qu'elle pense, mais si elle dit quelque chose en ce moment, ou pointe du doigt dans une direction, c'est comme un éclair lancé par Zeus, et tout le mouvement doit obéir. Et elle n'a pas dit un mot sur ce que Candace Owens a dit à propos de la mort de Charlie Kirk ou d'Israël. Et je trouve cela très intéressant. Charlie Kirk n'allait pas faire cette tournée sur les campus pour organiser des débats et encourager la liberté d'expression. Soyons honnêtes, il faisait exactement la même chose que les influenceurs sur Twitter quand ils cherchent à provoquer ou à susciter de l'engagement chez les gens sur Twitter. Et c'était un opérateur politique très avisé, travailleur, intelligent, et dans une certaine mesure cynique, qui cherchait à faire avancer l'avenir de sa branche du Parti républicain, c'est-à-dire la branche pro-Trump. Ce qui se passait lors de ces événements, c'est que de jeunes gens s'engageaient en politique au service de la machine Trump. Il s'agissait d'une opération de mobilisation électorale. Ils étaient inscrits, enregistrés, puis mobilisés pour voter en faveur de Trump et des candidats pro-Trump lors des élections locales.
Ainsi, Charlie Kirk était un atout essentiel à cet égard. Il rendait ses interventions aussi controversées que possible, car la controverse attire des spectateurs que l'on peut ensuite intégrer à ses opérations politiques. L'un des derniers entretiens qu'il cherchait à organiser, cela vient d'être révélé sur CNN, était avec Van Jones, un ancien radical noir de gauche de la région de la Bay, qui est devenu l'un des principaux atouts du lobby israélien. Il est en quelque sorte la propriété d'Israël. Il a brièvement servi dans l'administration Obama. Je l'ai rencontré une fois et il m'a paru évident qu'il était l'un des plus grands arnaqueurs et imposteurs que j'ai jamais rencontrés. Et maintenant, il porte un ruban jaune de soutien aux otages sur son revers, ainsi qu'un badge bleu de l'Anti-Defamation League lorsqu'il est sur CNN. Il a déclaré que Charlie Kirk l'avait contacté pour discuter de la question de la race et de la criminalité. Et cela allait être une discussion très controversée. Elle allait impliquer les Noirs en tant que criminels et appeler à des peines plus sévères contre les criminels noirs, ainsi qu'à des répressions comme l'occupation de Washington, D.C., que nous venons de voir, des occupations fédérales de villes. Et Van Jones allait jouer le jeu. Je ne pense pas aucun intellectuel noir de principe aurait participé à cet événement. En jouant le jeu, les personnes dans la foule auraient été entraînées dans l'opération républicaine pro-Trump. Et Van Jones aurait probablement été payé pour cela, tout comme il est apparemment payé par des forces pro-israéliennes et même par le ministère israélien des Affaires étrangères pour faire leur promotion. Encore une fois, il s'agit d'un type qui soutenait autrefois la Palestine. Je l'avais vu à New York porter un keffiyeh. Alors, comment Kirk a-t-il eu l'idée de contacter Van Jones? Je soupçonne qu'un de ces milliardaires sionistes exigeait cette discussion, et il savait que Van Jones faisait partie de leur réseau. Voilà de quoi il s'agissait vraiment. C'est pour ça que Charlie Kirk faisait cette tournée sur les campus. Il s'agissait d'enregistrer des jeunes pour les élections de mi-mandat au Congrès. Ce n'était pas pour encourager la liberté d'expression. Mais si tu voulais prendre le micro et le défier, tu en avais l'occasion. Et à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk, le Parti républicain a révélé son vrai visage, en particulier l'aile pro-Trump, qui critiquait tant la répression de la liberté d'expression par Biden et toutes les mesures oppressives pendant le COVID. Où, vous savez, la garde nationale traversait les villes pour ordonner aux gens de rentrer chez eux, où la censure en ligne était incontrôlable, et où il était impossible de remettre en question les consignes officielles sans être censuré. J'y étais opposé. Mais maintenant, la ligne républicaine d'Elon Musk jusqu'aux autres, la ligne pro-Trump d'Elon Musk jusqu'aux autres, c'est que deux torts font effectivement un droit. Ils nous ont censurés. C'est maintenant à notre tour d'utiliser les pouvoirs de l'État pour les censurer et déchirer le premier amendement. Et je pense qu'il n'y a aucune chance que le premier amendement survive aux 2 à 4 prochaines années. Et avec la disparition du premier amendement, cela signifie que l'Amérique perdra son soft power. C'était la seule chose qui permettait aux présidents américains de présenter leur pays, faussement, mais de façon crédible, comme une cité brillante sur la colline. Et le dernier élément du soft power américain, après tout ce soutien inconditionnel des États-Unis au génocide à Gaza et cette guerre sans fin en Ukraine, aura disparu. Et les deux parties en auront été responsables, Max. Sur le podcast PBD, ils ont reçu Eric Bolling, qui semble être l'un des membres du conseil d'administration de Turning Point USA. Et voici ce qu'ils ont dit à propos de Candace Owens. C'est assez incroyable. Ils s'associent pour l'attaquer. Voici ce qu'ils ont dit. Et sa crédibilité, je veux dire, va s'effondrer parce qu'elle doit apporter des preuves. Bill Ackman a apporté des preuves. Ce tweet, il était long comment?
Il continue encore. Il était dans la pièce. Andrew Colborne était dans la pièce. Tu fais partie du conseil d'administration de Turning Point? Oui. D'accord. Quand avez-vous vu Candace Owens pour la dernière fois? En personne, oui. 2015, 2016. Oh, d'accord. OK. Quand est-ce qu'elle a assisté pour la dernière fois à un événement Turning Point? Il y a de nombreuses années. D'accord. Sans même être partial, est-ce que Candace est encore impliquée dans la vie de Charlie Kirk? Il n'y a aucun doute. La preuve que Candace Owens n'a rien à voir avec ça. Dans un monde idéal, s'il n'avait pas déjà eu ce que je sais être une rupture discrète, où elle est allée trop loin, dans le terrier du lapin pour lui, elle serait l'héritière logique du trône de Tepusa. Mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, elle n'est même plus invitée. C'est bien ça? Donc leur séparation est... Attends une minute. Pas invitée? Ça veut dire qu'elle n'est même pas là? Oui. Elle n'y est pas. Elle ne fait pas partie des noms. Tu ne penses pas qu'elle sera aux funérailles? Non, non, non. Elle ne prend plus la parole lors des événements. Je veux dire... Donc voilà, c'est justement ça, vous savez, c'est vraiment bien que ça arrive parce que vous regardez tout ce que je dis et vous pouvez les voir mentir. Eric Bolling, je ne comprends même pas. Comment pouvez-vous dire que je n'ai pas pris la parole à une conférence de Turning Point USA depuis des années alors que j'ai littéralement fait une tournée avec Turning Point USA sur des campus universitaires l'année dernière? C'est incroyable. Tu ne savais pas que j'étais en tournée pour Turning Point USA l'année dernière? Tu te souviens pas de ça? Vous savez, ces gens détestent vraiment Candace Owens et Tucker Carlson, ainsi que des personnes comme vous qui s'opposent à cette rhétorique. Quelle est la situation avec ce conseil d'administration? Il semble que savons-nous du conseil d'administration de Tepusa? Parce que c'est tellement important pour le mouvement et son avenir. Eh bien, c'était le podcast de Patrick Bet-David. Patrick Bet-David s'est enrichi grâce à un système de vente multiniveau ou une arnaque pyramidale. Il a récemment interviewé Benjamin Netanyahou à la demande de ce dernier, et c'était une interview complaisante avec le Hitler de notre époque. Pas une seule question difficile. On peut donc être assez sûr qu'à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk, ce sera un environnement très contrôlé pour les influenceurs de la Conservative Inc., qui sont essentiellement là pour l'argent et ne cherchent pas vraiment à interroger ou remettre en question la réalité officielle, comme le fait Candace Owens, depuis qu'elle est tombée en disgrâce auprès d'eux. Je veux dire, ils appellent en gros tous les influenceurs sous contrôle de Inc. et tous les membres du conseil d'administration de TPUSA qui veulent encore profiter du gâteau que Charlie Kirk leur a laissé à dénoncer Candace Owens. Et c'est vraiment drôle qu'ils disent maintenant que Bill Ackman a apporté des preuves. Bill Ackman a écrit un très long tweet pour s'innocenter à propos de ce sommet secret d'influenceurs dans les Hamptons, où il achetait littéralement des influenceurs pour qu'ils publient des vidéos niant le génocide à Gaza et participent à des tournées de propagande. C'était scandaleux. Et Bill Ackman, un jour après la mort de Charlie Kirk, le 11 septembre, a dit « J'ai eu la chance de partager un repas avec Charlie Kirk plus tôt cette année. D'accord, tu as menti. » Ce repas était en fait ce sommet secret d'influenceurs que j'ai révélé. C'est moi qui ai sorti cette histoire, je l'ai fait exploser. En faisant cela, j'ai planté un harpon dans tout le réseau de Bill Ackman parce qu'on n'était pas censé être au courant de ça. On était censé croire que c'était un dîner amical avec Charlie Kirk. En réalité, il s'est avéré que Charlie Kirk se faisait hurler dessus par des fanatiques sionistes, écumant de rage à cause de ses opinions changeantes. Et parmi ceux qui faisaient pression sur lui, il y avait aussi Bill Ackman. Donc, ils nous mentent tous en ce moment.
Ils mentent parce qu'ils veulent remettre de l'ordre, ramener tous les milliardaires sionistes chez TPUSA, récupérer cet argent, puis commencer à le faire transiter par toutes ces autres petites associations à but non lucratif, TPUSA Action et America's TPUSA. Je n'arrive même plus à suivre tous les noms de ces différentes associations. Afin que ce budget annuel de 80 à 100 millions de dollars continue de payer les voitures de luxe que les administrateurs de TPUSA s'achetaient pour eux-mêmes. Je veux dire, à bien des égards, ce n'était pas simplement une opération pour faire sortir le vote. Et si vous y avez contribué, il se peut que vous n'ayez pas réellement soutenu la cause. Plus j'examine cette organisation, plus elle me fait penser à ce que faisaient les télévangélistes, qui se contentaient essentiellement de soutirer de l'argent aux gens. Nous devons donc nous interroger sur la corruption des membres du conseil d'administration de TPUSA et sur les raisons pour lesquelles ils tiennent tant à étouffer la vérité sur Charlie Kirk après sa mort. Je pense vraiment qu'il s'agit de maintenir leur organisation à flot et de faire perdurer la manne financière. Quand je dis Con Inc., c'est un jeu de mots. Ce n'est pas seulement con comme conservateur. C'est aussi une arnaque, comme une escroquerie. Donald Trump a-t-il peur de Netanyahou? Si oui, est-ce à cause des dossiers Epstein? Ou y a-t-il autre chose derrière cela? Il a peur des dossiers Epstein. Bill Ackman aussi. Bill Ackman était un associé d'Epstein par l'intermédiaire de sa femme, Neri Oxman, qui a reçu 150 000 $ pour son laboratoire au MIT. C'est une designer et architecte, une designer vraiment prétentieuse. Et elle a offert à Bill Ackman un orbe artistique, comme cadeau par la suite, et l'a gardé secret parce que le MIT gardait tous les dons d'Epstein secrets. Cela a été révélé dans les médias et Ackman était furieux. Donc toutes ces personnes ont des liens avec Epstein et elles en ont peur. Mais ce dont Trump a peur, c'est de la cruauté et de la folie évidente de Netanyahou. J'entends dire, de la part de personnes proches de l'administration Trump, qu'ils ont trouvé fou que Netanyahou prenne la parole de lui-même pour affirmer qu'il n'avait pas tué Charlie Kirk et qu'il perd la tête. Mais je veux dire, si vous regardez ce que fait Netanyahou au niveau régional, il mène une campagne d'assassinat régional, éliminant tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Ils ont essayé de tuer toute l'équipe de négociation du Hamas à l'intérieur d'un allié des États-Unis. Trump n'a pas apprécié cela. Mais qu'a fait Trump pour s'y opposer? Qu'a fait Trump lorsque Israël l'a informé à l'avance de l'attaque? Rien. Trump ne fera rien pour se mettre en travers de la route de Netanyahou. Et c'est parce que Donald Trump a peur de ce que Netanyahou pourrait lui faire. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts et je l'ai écrit, je l'ai rapporté. L'administration Trump, par l'intermédiaire des services secrets, a découvert deux choses. Des dispositifs électroniques sur des véhicules d'intervention d'urgence des services secrets. Cette année, à l'époque des visites de Netanyahou, elles ont été installées par des agents israéliens. C'est ce qu'affirme une très bonne source proche de Trump. Maintenant, je ne l'aurais probablement pas rapporté, car je ne peux pas corroborer cela avec les services secrets. Je n'ai pas de source interne au sein des services secrets. Et si je demandais à leur service de presse, leur équipe de communication dirait « Non, nous ne pouvons pas commenter cela ». Mais il y a un précédent. En 2019, 3 anciens hauts responsables américains, des responsables de l'administration Trump, ont confirmé à Politico, l'un des médias les plus mainstream aux États-Unis, dirigé par la société pro-israélienne Axel Springer, qu'Israël avait installé des dispositifs Stingray dans et autour de la Maison-Blanche pour espionner les communications téléphoniques de Donald Trump. Nous savons que Tony Blair, lorsqu'il emmenait son équipe en Israël, leur disait de ne pas apporter leur téléphone ou d'éviter les discussions sensibles dans les voitures gouvernementales parce qu'ils seraient espionnés.
Et Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique, a écrit dans ses propres mémoires en 2017 que Netanyahou lui-même était allé dans ses toilettes personnelles. Et qu'ensuite, l'équipe de sécurité de Johnson avait trouvé un dispositif d'écoute dans ses toilettes personnelles. Donc selon Johnson, Netanyahou lui-même installait des dispositifs de surveillance. Cela amène à se demander, qui pourrait avoir accès à la Maison-Blanche pour y installer des dispositifs Stingray? Ce n'est pas comme si n'importe quel agent du Mossad pouvait simplement y entrer. Il faut que ce soit quelqu'un à qui l'on a permis d'entrer à la Maison-Blanche en premier lieu. C'est très grave, et il serait rationnel que Donald Trump ait peur de quelqu'un qui exerce une telle influence sur lui, qui mène des assassinats à l'intérieur des pays alliés des États-Unis, dont le service de renseignement du Mossad transforme des appareils domestiques en bombes et qui a incité à l'assassinat de son principal rival politique, Yitzhak Rabin, assassiné pour avoir signé les accords d'Oslo. Rappelons également que le premier patron de Netanyahou en politique israélienne, Yitzhak Shamir, fut l'un des auteurs de l'assassinat de Folke Bernadotte, qui était le médiateur spécial de l'ONU en Palestine, chargé de mettre en œuvre la résolution 184 pour permettre le retour des réfugiés palestiniens. Ils l'ont donc abattu à Jérusalem alors qu'il sortait de sa voiture, en tant que membre du groupe Stern, la branche armée de ce qui allait devenir le parti Likoud. C'était le mentor de Netanyahou. Ainsi, l'assassinat a alimenté l'ascension de Netanyahou au pouvoir. Et maintenant, Netanyahou est le premier dirigeant étranger que j'ai jamais vu sortir de son propre chef, non pas une, mais 2 fois, pour déclarer qu'il n'a pas assassiné un haut dirigeant conservateur américain ou dirigeant en général qui subissait des pressions du lobby israélien dans les jours précédant sa mort. Max, tu as mentionné que l'objectif ultime de Netanyahou est une guerre totale avec l'Iran, quelque chose de majeur entre les États-Unis et l'Iran, pas Israël, parce qu'ils veulent que les États-Unis mènent la guerre. Quelle est ta compréhension du dernier commentaire du ministère des Affaires de la Diaspora? Il a dit que le nouvel axe du mal est composé de la Turquie, de la Syrie et du Qatar. Cela semble refléter un nouvel état d'esprit qui se forme à la suite de Bachar al-Assad et de ce qui s'est passé en Syrie. Oui, qu'en penses-tu? Eh bien, tout d'abord, il faut prendre en compte que la semaine dernière, Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui détient plus de postes de niveau ministériel en matière de sécurité nationale que quiconque depuis Henry Kissinger, et qui est plus puissant que le vice-président J.D. Vance, a été convoqué à Jérusalem, essentiellement pour embrasser le mur avec une kippa sur la tête, aux côtés de l'ambassadeur israélo-américain réciproque Mike Huckabee, le fanatique chrétien sioniste. Et pour moi, cela a été le signe. Je l'ai vu comme un présage funeste, de la même manière que j'ai perçu les 2 dernières visites de Netanyahou à Washington comme faisant partie d'une campagne visant à obtenir que Donald Trump donne son accord à son attaque imminente contre l'Iran ou à son désir de le faire. Nous apprenons maintenant, grâce aux transcriptions de discussions entre des responsables israéliens au sein du cabinet de sécurité nationale, dont Eyal Zamir, le chef d'état-major, que les Israéliens n'auraient pas lancé leur attaque non provoquée contre l'Iran en juin, sans savoir que l'administration Trump finirait par intervenir et frapper les installations de Fordo et d'Ispahan. Ils le savaient dès le départ. Ainsi, Trump allait potentiellement les sauver d'une guerre qu'il ne pouvait pas terminer seul. Il me semble évident, étant donné qu'ils tiennent Trump en otage, qu'à un moment, avant les élections de mi-mandat au Congrès, lorsque les républicains devraient perdre, Israël tentera d'attaquer à nouveau l'Iran et d'instiguer une autre guerre, plus violente, qui entraînera les États-Unis encore plus profondément. But we're also hearing these comments about Turkey
Mais on entend aussi ces commentaires à propos de la Turquie et du Qatar, en raison de la crainte qu'ils puissent rétablir une certaine influence à l'intérieur de la Syrie, ainsi que de leurs efforts régionaux pour s'opposer politiquement à Israël. Beaucoup de gens sont passés à côté de cela, mais Israël a en réalité attaqué, il y a environ 10 jours, une base turque de facto en Syrie, à Palmyre, où la Turquie cherchait à professionnaliser l'armée syrienne. Israël reconnaît donc, avec le nouveau gouvernement imposé à Damas, qui a toujours été une carte turque et qatari, puisqu'il contrôlait les différentes branches d'Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra et Hayat Tahrir al-Sham, que cela a donné une capacité armée à la Turquie sur les frontières d'Israël le long du Golan. Ils vont donc augmenter la pression sur la Turquie et mener ce qu'ils appellent une guerre entre les guerres à l'intérieur de la Syrie. Nous devrions également prêter attention à l'Égypte, qui contrôle le point de passage de Rafah, le principal point de sortie, où les réfugiés de Gaza, affamés, victimes de génocide et dévastés par la guerre, sont censés partir afin de rendre possible le soi-disant plan de la Riviera de Gaza, ce qui revient essentiellement à permettre la judaïsation de Gaza. Et l'Égypte s'est opposée avec force à cela lors du récent sommet organisé par le Qatar. Ces sommets sont généralement des réunions inutiles dans des salles climatisées pendant que les Palestiniens sont victimes d'un nettoyage ethnique. Et Abdel Fattah el-Sisi a fait des commentaires intéressants où il a annoncé que c'était une ligne rouge pour les Palestiniens d'être poussés dans le Sinaï, que le Sinaï deviendrait une base d'opération contre Israël, ce qui signifierait que le conflit arriverait en Égypte et qu'il mobiliserait l'armée égyptienne pour s'y opposer, ce qui est techniquement, je pense, une violation des accords de Camp David. Et c'est la dernière armée arabe forte de la région, qui intègre en fait des technologies chinoises importantes et dispose de défense aérienne correcte. Donc je pense qu'un conflit potentiel avec l'Égypte se profile également à l'horizon, et que nous devrions vraiment prêter attention à la conférence que le Qatar vient d'organiser. Et j'ai mentionné auparavant l'interdiction d'Israël par l'Association européenne de football. C'était l'un des points clés à l'ordre du jour du Qatar. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une guerre militaire, mais aussi d'une guerre politique. Et enfin, une petite anecdote. 3 des principaux lobbyistes du Qatar aux États-Unis ont fini à des postes clés dans l'administration Trump. Kash Patel était lobbyiste pour le Qatar. Pam Bondi était la principale lobbyiste du Qatar chez Ballard Partners et elle était procureure générale. Et Lee Zeldin, à l'Agence de protection de l'environnement, était l'un des influenceurs pro-israéliens proches de Trump qui a rejoint la liste de paix du Qatar en 2017, lorsque l'Arabie saoudite a assiégé le Qatar. Le Qatar s'est dit que s'il formait ces personnalités pro-israéliennes proches de Trump, alors peut-être que Trump s'opposerait aux Saoudiens. Et il n'avait pas tout à fait tort. Voilà donc une autre raison pour laquelle le Qatar représente une menace pour Israël. Ils ont une influence à Washington qu'un pays comme l'Iran, à cause des sanctions et de sa position historique, n'aurait jamais pu avoir. Merci beaucoup, Max, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Ce fut un plaisir d'être avec vous et je suis un grand fan de l'émission.